Violence de Malemba-Nkulu, des enquêtes ont été ouvertes pour identifier les auteurs de violations graves contre les droits humains. Annonce du ministre de l'Intérieur qui a rassuré que la situation est sous contrôle des éléments de l'ordre. Réchauffement climatique, le décès annuel lié à la chaleur risque d'augmenter de 370% d'ici à 2050, alerte de la revue des l'enceinte. Éliminatoire mondial 2026, les Léopards entament dans quelques heures leur campagne des éliminateurs de la Coupe du Monde États-Unis, Canada et Mexique 2026. Ils jouent tout à l'heure contre la Mauritanie. Bienvenue dans ce journal sur Télé 50. Des enquêtes ont été ouvertes pour identifier les auteurs des violations graves contre les droits humains. Une annonce faite par le patron de l'Intérieur qui rassure que la situation est actuellement calme et sous contrôle des forces de l'ordre. Hier, ces faits ignobles et inhumains ont été condamnés par le chef de l'État dans son discours sur l'état de la nation. La montée de la flambée des violences enregistrées ces derniers temps à Malemba-Nkulu, dans la province du Olomami en République démocratique du Congo, n'a pas laissé indifférent le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Dans son adresse à la nation, faite devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le chef de l'État sortant, Félix-Antoine Tshisekedi, a exprimé ses profonds regrets face à l'escalade des violences constatées à Malemba-Nkulu. Devant les élus du peuple, Félix-Antoine Tshisekedi en a appelé à l'implication du pouvoir public afin de restaurer la quiétude dans cette partie du pays qui, selon lui, est pareille à celle de la Chopo et de Maïndombe. J'en appelle au pouvoir public pour prendre des mesures urgentes en vue de restaurer le calme dans cette région, a lancé le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Dans son oral de près de 2h30 et le dernier de son premier quinquennat, le président de la République s'est voulu très optimiste d'après les participants. Et donc nous remercions les chefs parce qu'ils viennent de nous donner les grandes orientations pour la campagne qui va commencer maintenant. Et donc nous sommes très heureux d'apprendre toutes les grandes réalisations du chef. Le bilan est largement positif. Je retiens une chose, le chef de l'État a commencé par louer la production parlementaire de ce quinquennat où on a vu plusieurs initiatives parlementaires être votées. Il faut signaler que des images d'une grande atrocité ont circulé ces 2 derniers jours sur la toile où l'on peut bien voir des personnes en train de se faire massacrer violemment par leurs semblables dans le territoire de Malemba-Nkulu. Une enquête a donc été ouverte pour identifier les auteurs de ces crimes graves, a annoncé le patron de l'Intérieur, Peter Kazadi. Escalade de violence observée à Malemba-Nkulu, le notable du Katanga, AGH Matembo, condamne cette tuerie. Ce digne fils du grand Katanga qui prône le pardon entre communautés appelle les uns et les autres à la retenue et à l'amour du prochain. Pour AGH Matembo Toto, la violence n'a jamais construit rien de bon, surtout en cette période cruciale où la République démocratique du Congo s'apprête à assister aux premières élections post-alternance pacifique. Il invite les communautés vivant au Katanga à se référer aux résolutions du colloque sur le vivre ensemble du mois de juin 2022 à Lubumbashi. Et pour la gouverneure du Lualaba, aucune raison ne peut justifier de tels actes. Aucun être humain créé à l'image de Dieu et qui connaît la valeur de la vie ne peut traiter son égal de la sorte, quelles que soient ses convictions politiques ou son appartenance tribale. Fifi Masuka Saini invite ses frères et sœurs de cette partie de l'espace Katanga à cultiver la paix et l'amour du prochain pour l'assurance d'un Congo prospère voulu par tous. La situation des Malemba-Nkulu est revenue au calme. L'administrateur du territoire, Joël Kayembe, parle plutôt de la récupération politique qui a attisé le feu après la tuerie d'un motocycliste par des hommes non autrement identifiés. Vous êtes administrateur du territoire de Malemba-Nkulu, Joël Kayembe. Que s'est-il réellement passé? L'histoire a commencé à partir des meurtres des motards et ils ont aussi profité d'envenimer la situation. Le bilan jusqu'à aujourd'hui est de combien de part et d'autre?
et de 5 morts pour la précision. De la part de Toton, c'est seulement les motards. C'est seulement les motards là qui avaient déjà manipulé, se sont en pris les venants. Les venants, ils ont bien surtout les Kassaïens. Ce sont les Kassaïens qui l'ont tué. Or, ceux qui l'ont tué ne sont pas connus. Nous sommes en train de rechercher là parce que c'était 3 et hier, on a trouvé encore un corps sans vie dans la brousse. Eh bien, justement, on parle ici, quel est le bilan jusqu'aujourd'hui et quel est le climat ce mercredi? Nous sommes des Congolais. Nous ne sommes pas Congolais par un simple vote. C'est pas le sang, à partir du sang de nos ancêtres. Et les politiciens de mauvais goût ne peuvent plus jamais nous manipuler, nous diviser. Et d'ailleurs, les Moulouba du Katanga et les Moulouba du Kassai sont les enfants d'un même père. C'est cette division. Alors, malgré ce qui s'est passé, nous devons voir ce que nous pouvons faire de mieux et construire plus qu'avant. Que tout le monde redevienne dans la conscience pour la paix et pour le bien du Congo. Dans l'actualité également, le candidat président de la République, Rex Kanda Kazadi, annonce officiellement sa décision de boycotter le débat télévisé prévu pour ce mercredi 15 novembre à 10h en raison de l'absence des réponses satisfaisantes de la part de la Commission électorale nationale indépendante concernant les préoccupations essentielles liées au processus électoral. Pour Rex Kazadi, malgré les nombreuses demandes des candidats aux élections présidentielles, la CENI refuse de fournir des réponses claires et des garanties fermes concernant certains éléments cruciaux pour assurer des élections inclusives et transparentes. Parmi ces préoccupations est le fichier électoral invérifiable, la cartographie des bureaux de vote qu'il juge également invérifiable et le nombre des cartes d'électeurs défectueuses qui est aussi invérifiable. Eh bien, justement, nous recevons ici sur ce plateau un invité, M. Cyril Ebotoko, qui est secrétaire exécutif de justice et paix de la SENCO et coordonnateur de la mission des observateurs électoraux SENCO-SCC. Nous sommes à 3 jours de la campagne électorale. Quel est le degré de fiabilité du processus électoral? Bienvenue à vous. Merci, madame. Merci aussi pour la question. Oui. Pour juger la fiabilisation d'un processus, il y a beaucoup de critères. On regarde l'inclusivité, on regarde la transparence, le niveau de redevabilité de l'institution chargée de organiser les élections, mais aussi l'aspect de compétitivité. À l'heure qu'il est, nous pensons que nous avons tous apprécié l'inclusivité qu'il y a eu dans le traitement de candidatures par la CENI et puis par la Cour constitutionnelle pour la présidentielle. Mais il y a quand même un problème au niveau de listes, l'inclusivité au niveau des listes, parce que, comme vous savez, la liste électorale provisoire n'a pas encore atteint toutes les antennes de la CENI. Il y a des antennes qui ont affiché ces listes, la grande majorité non. Il est important que tous les Congolais aient accès à la consultation de ces listes afin qu'ils vérifient si leur nom s'y retrouve ou pas, mais aussi s'il y avait des erreurs matérielles dans la façon dont leur nom avait été écrite. Malheureusement, cette liste n'est pas à la portée de tout le monde parce qu'en dépit du fait que ce n'est pas affiché dans toutes les antennes, il faut aussi considérer le fait que les affichages ont lieu au niveau des antennes, comme je venais de le dire, et il y a des électeurs qui sont séparés des antennes de 50, 100, 150, 300 km dans plusieurs coins du pays. Et c'est là on ne voit pas comment ils vont quitter leur village, là où ils sont, pour venir parcourir tous ces kilomètres pour regarder si leur nom était sur la liste provisoire ou pas. C'est la même chose aussi pour les cartes d'électeurs. Donc ces éléments-là nous posent quand même pas mal de questions en ce qui concerne l'inclusivité des listes. C'est comme ça que nous considérons ça comme un chantier, et comme mission d'observation électorale. Nous venons en appui à la CENI. Nous sommes en train de travailler pour l'aider à fiabiliser de plus en plus cette liste. Alors la CENI qui organise des concertations avec les acteurs clés de ces élections, notamment les candidats présidents de la République très récemment, quelle est votre analyse là-dessus? C'est une bonne chose, c'est un cadre de concertation. La CENI avait annoncé depuis
l'investiture de la nouvelle équipe, que les cadres de concertation allaient être organisés régulièrement. Et c'est le cas, c'est une très bonne chose. Mais ce qui est important, c'est que les desiderata aussi des candidats soient pris en compte et que la CENI travaille en fonction de cela pour nous donner demain des résultats qui seront acceptés par Mais bientôt déjà, c'est la campagne. Oui, c'est justement ça, parce que c'est toute la problématique liée au calendrier électoral. Il faut, comme vous le savez, la CENI était tenue au respect des délais fixés par la Constitution quant à l'organisation des élections. Et ceci étant, elle est obligée de mettre en place un calendrier électoral qui répond à cet impératif. Nous l'avions dit à l'époque, il était constipé, mais la CENI n'avait pas de choix. Elle travaille en fonction de ce calendrier et malheureusement, les choses se déroulent comme telles. Mais c'est pourquoi nous sommes là, c'est pour aider la CENI, puisqu'il faut aussi que le délai constitutionnel ne puisse pas entraver la qualité des opérations. Et nous sommes là, nous travaillons pour appuyer la CENI afin d'améliorer la qualité de ces opérations. On parle de délai, on parle de qualité, mais il y a entre autres aussi la question sécuritaire quand même à l'est de la République démocratique du Congo, Nord Kivu, Ituri, Chopo, et actuellement on parle même de Malemba Nkulu à l'est de la RDC. Ne craignez-vous pas là un tableau de violence post-électorale? Je constate dans votre question deux préoccupations. Il y a d'abord l'insécurité liée à la présence des groupes armés, surtout du M23 dans une partie du pays, mais aussi des conflits communautaires comme le cas de Mobondo, ici pour le territoire de Kwamut, mais aussi quelques territoires de province de Koulé-Kwang sont entamés aussi. Et les cas de violence que vous évoquez, dont celui de Malemba Nkulu, c'est des situations qui restent des inconnues à ce processus. Nous pensons que le gouvernement est en train de mettre en place un plan de sécurisation du processus électoral qui va répondre à tous ces impératifs afin que tout ce que vous citez comme problème ne puisse pas entraver la tenue des élections le 20 décembre prochain. Alors, à l'heure actuelle, aller aux élections, revoir, quel serait le tableau le plus ou moins acceptable? Non. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a quand même quelques chantiers, comme je l'ai dit, qu'il faille débroussailler pour pouvoir avoir demain des résultats qui soient acceptés par tout le monde. Vous avez suivi, par exemple, notre dernier communiqué où nous avons fustigé la publication de plusieurs statistiques concernant la communication. Oui, fustiger, c'est bien, mais la solution, c'est quoi à l'heure actuelle? La population devrait s'attendre à un report ou carrément... Je vous donne un cas précis. Exact. Nous avons parlé de duplication des bureaux de vote par la CENI dans notre communiqué. Nous avons considéré cela d'erreur et aujourd'hui, nous avons constaté que la CENI a commencé à corriger. Ces cas de duplication, c'est quand même quelque chose qu'il faut apprécier. Et nous espérons que la CENI va aller comme ça parce que c'est notre rôle, montrer la CENI là où il y a des problèmes, améliorer et avancer pour qu'on arrive demain à des résultats acceptés par tout le monde. Donc, c'est ce travail-là qui est fait. Et on avance avec la CENI pour que demain on ait de bonnes élections. Monsieur Cyril Ebotoko, je rappelle, téléspectateurs, que vous êtes secrétaire exécutif de Justice et Paix de la SENCO et coordonnateur de la mission d'observation électorale SENCO-ICC. Merci beaucoup, madame. Oui. Ce que je voudrais dire comme dernier mot par rapport à cela, c'est que nous encourageons, comme nous exhortons la CENI depuis un certain moment, de veiller sur la perception. Et la perception, c'est par rapport à tout ce que les missions d'observation électorale, les journalistes, les témoins demain vont dire du processus électoral. Et il faut qu'il y ait une bonne perception du processus parce que c'est la bonne perception qui fonde la confiance. Et s'il y a confiance, c'est qu'il y a acceptation des résultats par le public et les dirigeants qui en résulteront bénéficieront d'une grande légitimité et nous encourageons la CENI à tenir compte des recommandations des missions d'observation électorale comme elle le fait maintenant pour les bureaux dupliqués, mais aussi des desiderata exprimés par les candidats pour que nous ayons un processus électoral crédible et pacifique. Merci beaucoup. Merci madame. Ouverture des travaux de la table ronde sur l'état des lieux du traitement des cas prioritaires ce mardi 14 novembre dans la salle Lubumbashi Pullman par la CPI en présence de plusieurs autorités militaires provinciaux venus de Kinshasa. Ces assises de 2 jours ont pour objectif de permettre aux experts qui composent la délégation du procureur adjoint de la CPI d'identifier les obstacles à relever, les avancées
discuter et à échanger les expériences. Que je déclare au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ouverte la table ronde sur le traitement des cas prioritaires de Kinshasa. Ces assises interviennent après la signature d'accords au mois de mai entre la RDC et la Cour pénale internationale. Ce partenariat fécond entre la RDC et le bureau de la CPI est donc le bienvenu. Il ressort deux idées principales. Assistance possible aux efforts locaux de crimes contre l'impunité, la possibilité d'expatriation de cas qui, dans leur poursuite, rencontrent d'obstacles dans les enquêtes ouvertes. La table ronde est une occasion d'échanger, une occasion d'évoquer l'état des lieux de traitement des cas prioritaires, c'est-à-dire les cas constitutifs des crimes relevant de la compétence de la Cour internationale, pour à la fois évaluer ce qui est fait en termes de taux d'exécution des enquêtes, mais aussi constater, identifier ce qui n'a pas été bien fait ou ce qui ne peut pas l'être en raison de plusieurs pesanteurs qu'on appelle obstacles. La Cour pénale internationale s'est dit engagée à accompagner la RDC dans les obstacles de cette nature. Au sortir de l'activité, le procureur général de la province de l'Uturi ainsi que le point focal Kinshasa de la coalition nationale de la CPI n'ont pas manqué les mots. Elle voudrait également savoir les difficultés que nous avons rencontrées au cours de l'instruction, au cours de l'enquête, et savoir ce qu'il peut faire, ou bien ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut apporter à nos enquêtes ou à notre devoir, enfin à l'instruction, pour que nous puissions surmonter ces cas et enfin arriver aux résultats escomptés. Les résultats escomptés, c'est l'impunité, parce que nous ne voulons pas voir ces genres de crimes rester comme ça impunis. La RDC fait partie des États partis des statuts de Rome, ce que le bureau du procureur exerce en permanence ces enquêtes pour toute violation grave du droit de l'homme et surtout pour tout ce qui est crime relevant de sa compétence. Démarré depuis le 14 novembre, ces travaux, qui connaissent la participation de plusieurs acteurs du secteur de la justice, vont se clôturer ce jeudi à Kinshasa. L'Action pour le développement intégral et durable, l'Initiative pour la protection des droits de l'homme et la réinsertion sociale et les organisations de la société civile de la province du Lualaba désapprouvent le comportement des dirigeants de la chefferie de Baéké qui vient empiéter sur les responsabilités d'autres entités territoriales décentralisées dont la commune de Fongoromé. Ils demandent à l'administrateur du territoire de Lobodi de veiller au bon fonctionnement de tous les services publics. Des organisations des droits humains et de développement dénoncent une mauvaise volonté de l'entreprise Tenke Fungurum en connivence avec la chefferie de Baéké, qui ont permis une expropriation sans compensation aux victimes, tout en transformant le parcelle à des champs. Il s'est de rappeler que du 10 au 13 juillet 2022, l'entreprise Tenke Fungurum Mining avait recensé quelques victimes en leur remettant même des jetons mentionnant des parcelles vides du quartier Manomapia, Kalouéji, et leur interdisant de construire. Curieusement, une longue période fut observée sans indemniser les victimes et malheureusement une série d'arrestations arbitraires fut commanditée par un certain tout-puissant inspecteur du parquet près du tribunal de paix de Lubudi en Foraine à Fungurum. Et par l'entremise de l'entreprise Tenke Fungurum, faisant suite de la protestation des victimes, TFM avait adressé une correspondance du 4 août 2023, numéro WH-23-08-1051, disant que considérant les instructions reçues de la part des autorités de la chefferie de Baéké, nous vous prions de vous rapprocher préalablement d'elle et cela prouve que la chefferie de Baéké est à la base du blocage de la situation du quartier Panomapia de Kalouéji, route Kimbalassane.
Deuxième réunion du cadre de concertation des parties prenantes du secteur minier en RDC. La délégation du Lualaba aussi sa voix en exprimant ses problèmes et recommandations. Tenue à Kinshasa au fleuve Congo Hotel du 13 au 14 novembre. Ces assises ont été organisées par le Conseil présidentiel de veille stratégique de la présidence de la RDC. Quelles solutions innovantes pour répondre effectivement aux défis qui affectent les secteurs miniers en RDC? Telle est la thématique principale abordée au cours de ces deuxièmes réunions du cadre national de concertation des parties prenantes du secteur minier en RDC. Présente à ces assises, la délégation de la province du Lualaba, active dans le panel et forum de travail, a marqué de ses empreintes pour des solutions idoines à leur cri. Notre rapport, c'était vraiment beaucoup plus pour mettre l'accent sur les yeux par rapport à notre cri de chaque jour. Nous avons toujours eu la chance de parler, de demander les EA. Aujourd'hui, nous venons encore eu la chance de cet atelier organisé par la CPVS. Nous venons aussi de parler beaucoup plus sur les espaces viables. C'est là où nous venons encore de contribuer encore une fois. La thématique de base, c'était pour savoir le meilleur coopérative, les stratégies. La délégation du Lualaba répartit de cet atelier avec l'espoir que leurs recommandations seront prises en compte. Solutions innovantes et efficaces pour que nous puissions répondre aux normes selon les devoirs de diligence de l'OCDE. Nous voudrions à ce que les ministères des mines soient aussi scindés, qu'il y ait un ministère pour les mines des grands miniers, les investisseurs que nous avons tant cherchés en tant que RDC, et qu'il y ait un ministère pour le secteur des mines. Après présentation de toutes les recommandations formulées par les différents groupes de travail, c'est enfin le coordonnateur du CPVS, François Mwamba, qui procède à la clôture de cet atelier de 2 jours. Parlons climat dans ce journal, selon un rapport publié ce mercredi par des experts internationaux dans la revue de l'enceinte, les décès annuels liés à la chaleur devraient augmenter de 370% d'ici à 2050, soit une multiplication par 5. Et ce scénario se base principalement sur un réchauffement planétaire de 2 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Benjamin Moudiata nous en dit plus. Dans ce rapport de la revue The Lancet, les experts internationaux avertissent que la santé de l'humanité est gravement en danger si rien n'est fait contre cette hausse exponentielle de la température sur la planète Terre. Près de 5 fois plus de personnes risquent de mourir sous l'effet de la chaleur extrême sur Terre dans les prochaines décennies. La dite augmentation serait des 2 degrés Celsius d'ici la fin du siècle et les décès annuels liés à la chaleur devraient augmenter des 370% d'ici 2050, soit une multiplication par 4,7, selon l'édition 2023 du document de référence publié tous les ans par la revue médicale The Lancet. Ces grands dangers pour la santé humaine découlent de l'usage croissant des combustibles fossiles, confirme ses comptes à rebours sur la santé et le changement climatique à quelques semaines de la conférence internationale sur les climats COP28 de Dubaï, où pour la première fois, une journée sera dédiée à la santé le 3 décembre. Des sécheresses plus fréquentes exposant de millions de personnes au risque de mourir de faim, des moustiques voyageant plus loin et transportant de maladies infectieuses, de systèmes de santé peinent de faire face au fardeau figurent dans les autres dangers évoqués dans ce rapport qui présente 47 indicateurs. Malgré les appels toujours plus pressants à une action mondiale, les émissions de carbone liées à l'énergie ont atteint de nouveaux sommets l'an passé, déplorent les acteurs du rapport. Quant à la pollution, les pays les moins industrialisés, comme la République démocratique du Congo, ne font que payer les pots cassés des méga pollueurs comme la Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite ou encore les États-Unis et la Russie. Ils jouent tous dans la même cour, celle de l'exploitation de l'énergie fossile. La France aussi, avec Total Energy, se classe dans les top 25 de plus gros émetteurs du gaz à effet de serre. Un club encore plus sélect qui est responsable de plus de la moitié des émissions. Les habitants des pays plus pauvres, souvent moins responsables des émissions de gaz à effet de serre, comme la République démocratique du Congo, restent conservateurs des forêts, mais payent les prix des impacts sur la santé, ayant en même temps moins de capacité financière et technique pour s'adapter à des tempêtes mortelles, des mers qui fondent ou des sécheresses dévastatrices aggravées par le réchauffement climatique mondial.
Et dans le secteur de l'éducation, la rentrée académique est intervenue mardi à l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, un moment scientifique de haute portée pour enseignants et apprenants. Professeur au sein de cet établissement, Jean-Marie Kassamba a conscientisé davantage les étudiants pour un meilleur rendement cette année. Fini les vacances, l'heure est à la rentrée à l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse. Vous êtes venus à l'ISIPA, ce n'est pas pour chercher du travail, mais c'est pour créer des emplois. L'absence du directeur général Martin Ikanda n'a pas été un obstacle pour ce retour. C'est le secrétaire général académique qui donne le go. C'est avec regret que nous l'annonçons au public que l'absence du PDG aujourd'hui dans la cérémonie de l'ouverture de l'année académique est justifiée par l'agression dont il a été victime il y a 3 semaines. Un moment scientifique de haute portée pour enseignants et apprenants dans ces grands auditoires. Aux côtés de ses collègues, Jean-Marie Kassamba, professeur au sein de cet établissement, a appelé les étudiants à qui il sert de modèle à s'appliquer davantage pour de meilleurs résultats. Aujourd'hui, si vous êtes sérieux et que vous prenez vos études au sérieux, vous allez avoir un diplôme qui va vous permettre d'être responsable et valable dans votre vie. Et pour cela, il faut suivre les consignes du comité de gestion de vos enseignants. Du reste, il n'y a pas de bicéphalisme au sein de l'ISIPA. Il n'y a pas de l'ISIPA, il n'y a pas d'actionnaire au sein de l'ISIPA. Le PDG Martin Ikanda, sa mort, il nous a quand même laissé des statuts de l'ISIPA. Dans les statuts, il a été clairement mentionné à ma mort, seuls mes enfants continueront l'œuvre de l'ISIPA. Avec 47 ans d'expérience dans le domaine de l'enseignement supérieur et universitaire, l'ISIPA demeure la meilleure institution académique de formation en informatique à RDC et propose encore mieux pour cette nouvelle année académique. Parlons de cette vieille association socioculturelle fondée dans le Sud Kivu. Les Moambondo s'exportent de plus en plus à travers les provinces. Le nouveau comité de la ville de Lubumbashi a fait sa première sortie publique. L'association, qui regroupe les ressortissants de la tribu Mbe, a dit soutenir les différentes candidatures d'un de ses fils, Fiston Doudou Simba. C'est au cours de l'Assemblée générale de l'association que le nouveau comité a pris position sur la question électorale. Une assemblée générale tenue au bâtiment du 30 juin de Lubumbashi. La mutuelle qui regroupe les ressortissants de Fizi et Itombwe s'est exprimée en faveur de Moïse Katumbi et de son président provincial, candidat aux législatives et aux provinciales, Doudou Simba, qui a expliqué pourquoi faut-il un changement à la tête des institutions. Pourquoi j'ai postulé à Uvira? Parce que c'est chez moi et que plusieurs choses n'allaient pas. Depuis le président Kasavubu, Mobutu, Laurent Désiré Kabila, nos membres ont travaillé avec ces présidents. Nous devons dire merci au président Joseph Kabila qui a facilité la première passation démocratique du pouvoir. C'est un homme à féliciter. Néanmoins, notre choix pour les élections du 20 décembre prochain a été porté sur Moïse Katumbi Chapwe, l'homme du changement. Toujours dans son mot, Doudou Simba a rendu hommage aux différents présidents de la République qui ont accompagné l'association, notamment Joseph Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, avant d'appeler à la paix et au vivre ensemble aux différents coins de la République. Les étudiants de l'université de Lubumbashi, bénéficiaires des actions sociales de Fiston Doudou Simba, avaient à leur tour exprimé leur reconnaissance à l'endroit de leur bienfaiteur. Plusieurs autres organisations avaient pris part à cette rencontre, en l'occurrence la Fondation Katongaise, Saint-Pia, Boulouba Ibukata, le coordonnateur du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. En dehors de la RDC, l'armée malienne a pris la ville stratégique de Kidal aux séparatistes touaregs après des années d'absence de ce qui était un enjeu majeur de souveraineté pour l'État central. L'annonce a été faite par le pouvoir en place.
La rébellion Touareg a reconnu mardi s'être retirée de son fief de Kidal dans le nord du pays après l'annonce un peu plus tôt dans la journée de la prise de la ville par l'armée malienne. Kidal était depuis 2013 sur le contrôle de la coordination de mouvement des Azawad, une alliance de groupes armés à dominante Touareg. Dans un communiqué signé par son porte-parole, Mohamed El Maloud Ramadan, le cadre stratégique permanent qui regroupe le principal groupe armé indépendantiste, confirme avoir quitté sa ville Bastion. La prise de Kidal est un succès symbolique significatif pour la junte qui a saisi par la force en 2020 la direction de ces pays, confrontés depuis 2012 à la propagation djihadiste et à une crise sécuritaire politique profonde. Kidal, foyer historique des insurrections indépendantistes et carrefour sur la route de l'Algérie, situé à plus de 1500 km à 24 heures de route de la capitale Bamako, s'est vu vidé d'une grande partie de ses quelques dizaines de milliers d'habitants. La reprise de cette ville par les autorités est un motif de satisfaction pour les habitants de ces pays qui l'attendaient impatiemment. Je n'ai jamais douté à mon armée. Je savais que ça allait arriver ce jour. Et ce jour-là, c'est ce 14 novembre 2023. C'est l'impossible qui est devenu le possible aujourd'hui. Ici de rappeler que l'armée régulière s'est enfin réinstallée à la suite d'une offensive aérienne et terrestre lancée après les départs de forces oliviennes. Allez, on repart les sports. Les Léopards entament dans quelques heures leur campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde États-Unis, Canada, Mexique 2026. Ce sera face à un adversaire connu, la Mauritanie, avec qui ils ont partagé le même groupe lors des éliminatoires de la CAN. La bataille entre les deux sélections s'annonce alléchante. Le chemin à parcourir pour arriver en Amérique sera très long. Un voyage des 1000 lieues commence toujours par un premier pas, dit-on. Les Léopards devront démarrer leur campagne ce mercredi face à la Mauritanie. Le moral est au zénith et les fauves congolais sont prêts pour la bataille. Le moral des joueurs est bon, il est dans la continuité de ce qu'on fait depuis quelques temps. La récente qualification à la CAN nous a donné beaucoup d'énergie. Pour se qualifier à la Coupe du Monde en 2026, il faudra négocier tout le match avec la même énergie et les Léopards en sont conscients. Dans un nouvel objectif qui est un long parcours, puisqu'il y aura 10 matchs étalés sur 2 ans. Donc on va rentrer avec bien sûr de l'ambition sur cette qualification, mais aussi avec beaucoup d'humilité. Le principal étant de faire des bons matchs pour mériter la qualification. La bataille s'annonce rude puisque l'équipe mauritanienne n'est pas venue en vadrouille à Kinshasa. Amir Abdou est confiant. C'est une bonne guerre, ça fait partie du jeu. Voilà, donc il faut s'adapter. Après, bon, nous on a été au point sur l'aspect administratif. On va essayer de jouer contre une équipe de qualité, puisqu'on sait que le Congo est une belle équipe qui est allée chercher leur qualification au dernier moment sur un sprint final. Voilà, on est sorti aussi vainqueur de cette poule qui était difficile. Voilà, on est maintenant en place à une autre compétition qui est la qualification à la Coupe du Monde, qui va être encore plus difficile. Le billet pour ce match sera vendu jusqu'à 16h dans les différents points de vente. Aucune vente ne sera faite au stade à l'heure du match. RDC Mauritanie, le rendez-vous est pris pour ce mercredi à 17h au stade de Martyrs de la Pentecôte. Vous avez reconnu la voix de Christian Boukaya. Allez, on prend le rappel des principaux titres. Violence de Malimbankoulou, des enquêtes ont été ouvertes pour identifier les auteurs des violations graves contre les droits humains. Annonce du ministre de l'Intérieur qui a rassuré que la situation est sous contrôle des éléments de l'ordre. Réchauffement climatique, les décès annuels liés à la chaleur risquent d'augmenter de 370% d'ici 2050, alerte de la revue d'Île Sainte. Éliminatoire mondial 2026, les Léopards entament dans quelques heures leur campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde États-Unis, Canada et Mexique 2026. La RDC joue la Mauritanie tout à l'heure. Ce journal est complètement terminé à tous. Merci de l'avoir suivi.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.